En effet, je travaille au CNCD 1111, qui est donc la coupole des organisations de solidarité internationale, dont et la CSC, et le MOC, et l'OESN sont membres. Et depuis 5 ans et demi maintenant, j'ai repris le rôle de président et de porte-parole de la coalition climat. Je travaille donc beaucoup avec François. Ce qui est en train de se passer, la mer a monté, et donc aujourd'hui ce puits d'eau douce, il est tout simplement inondé par l'eau de mer, il est impraticable. Ça, c'est l'aspect le plus spectaculaire du dérèglement climatique, ou un des aspects les plus spectaculaires, c'est la mer qui monte et qui va mettre en danger des centaines de millions de gens un peu partout sur la planète, puisqu'on sait qu'une bonne partie de la population de l'humanité vit à moins de 100 km des côtes. Moi-même, je suis bruxellois, donc je ne suis pas si loin que ça de la mer si on regarde à l'échelle mondiale. Et la Flandre elle-même est gravement menacée aujourd'hui par la hausse du niveau des mers. Ça, c'est l'aspect le plus spectaculaire. Mais si vous allez voir 150 mètres plus loin à l'intérieur, donc on est vraiment... allez, vous marchez 3 minutes, quoi. Vous voyez là des rizières qui sont tout simplement devenues impossibles à... enfin, le riz est devenu impossible à cultiver, tout simplement parce que la hausse du niveau des mers, c'est pas seulement le niveau de la mer qui monte, c'est le sel qui rentre dans les sols. Et donc le sol s'assèche et il devient impossible de produire. Et les paysans que j'ai rencontrés, c'était en 2011 au Vietnam, qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué? Ils m'ont dit, vous savez, un paysan ou une paysanne partout dans le monde, c'est un entrepreneur. Et donc il va chercher des solutions. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, puisque le riz ça va plus, on va essayer l'aquaculture. Donc on va élever des crevettes ou des poissons. Et comme ça, on pourra trouver un revenu pour faire vivre notre famille, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inondé les champs, ils y ont mis des poissons, mais si vous voulez passer de la culture du riz à l'élevage de poissons, vous allez devoir investir. Mais quand vous êtes une personne pauvre dans un pays comme le Vietnam, vous n'avez pas accès au marché du crédit. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller voir des usuriers. Alors, je parle du Vietnam, mais ça peut être partout dans le monde, y compris chez nous, évidemment. Vous allez aller voir des usuriers qui vont vous proposer des prêts à des taux impossibles, qui vont vous enfermer dans la spirale de l'endettement. Vous n'arriverez pas à rembourser. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer votre gamine de 15 ans travailler dans une usine H&M, Zara, CA, etc., qui fait des t-shirts ou les vêtements que nous portons toutes et tous ici, je pense, parce que ça devient extrêmement difficile de se fournir en vêtements qui ne viennent pas du sud-est asiatique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je vais venir maintenant sur des graphiques, des chiffres, etc. Ce sur quoi j'insiste toujours quand je dois parler de justice climatique, c'est le fait qu'on parle beaucoup de chiffres, on parle de statistiques, mais derrière c'est des vies humaines. Et c'est des vies humaines, et vous avez évoqué tous les deux la situation des gens qui sont précarisés chez nous, on peut dire la même chose, qui vivent déjà dans le stress, pour plein de raisons. Droit au logement, droit à l'alimentation, droit au travail, etc. Et le dérèglement du climat va venir rajouter une couche là où il y avait déjà une injustice. Le dérèglement du climat ne fait qu'aggraver les injustices et les inégalités. Il menace évidemment l'ensemble de l'humanité, mais on sait que face à cette menace, certaines ont plus de chances de s'en sortir que d'autres. Je ne m'attarde pas trop sur ce graphique-ci. Alors, François vous a montré le graphique de la Wallonie, ça c'est le graphique mondial, mais vous voyez que c'est à peu près, grosso modo, c'est les mêmes chiffres. Ce sur quoi moi j'insisterai, c'est le fait que derrière ces chiffres, c'est en fait tous les aspects de nos vies qui ont un impact sur le climat. Et le graphique que Fanny a montré sur les inégalités montrait bien que les 50% les plus pauvres, les moins riches chez nous, ils émettent beaucoup trop aussi, en fait. Pourquoi? Parce que c'est systémique, en fait. C'est pas juste une question de bonne volonté. On a un système économique mondial qui a été construit sur le charbon, puis sur le gaz et le pétrole, et on en est devenu profondément dépendant. Vous, comme moi, on ne peut pas du jour au lendemain décider qu'on va se passer du charbon, du pétrole et du gaz. Et je voudrais insister sur un aspect, parce que tu parlais de la relocalisation du travail. Je suis justement en train de relire un bouquin de Naomi Klein, une auteure, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une auteure qui a beaucoup écrit sur les dérives du capitalisme néolibéral actuel. Elle a écrit un livre sur le climat qui s'appelle « Tout peut changer ». Et la partie que je lisais hier soir insistait sur le fait que quand on a fait le choix de l'économie du charbon au moment de l'industrialisation au XIXe siècle, ça n'avait pas un objectif d'énergie, parce que l'énergie, on l'avait déjà dans les rivières. Ça avait principalement un objectif de pouvoir concentrer la production. Donc du charbon, c'est de l'énergie qu'on déplace, alors que l'eau,
on est obligé de se mettre au bord de la rivière. Et donc, en choisissant l'économie du charbon, la raison derrière, c'est qu'on voulait pouvoir concentrer des usines dans des grandes villes comme Liverpool, Manchester, etc., et mieux contrôler la masse de travailleurs et de travailleuses. Et après, on s'est enfermé dans ce modèle économique-là, et on n'a pas de choix aujourd'hui que d'en sortir, de sortir de l'économie du pétrole, du charbon et du gaz. La question, c'est, est-ce que c'est pour aller vers une économie capitaliste ultra centralisée avec d'autres modes d'énergie, ou est-ce qu'on choisit une transition juste qui implique aussi une déconcentration de l'énergie, du travail, du capital, etc. Alors, le graphique que vous voyez à votre droite, c'est une autre interprétation du graphique que Fanny a montré, donc les chiffres sont normalement les mêmes, parce que c'est issu des mêmes rapports d'Oxfam. Donc, elle a insisté sur l'aspect social des inégalités profondes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je vais juste insister sur la partie noire au-dessus, qu'on voit moins bien dans la coupe de champagne que Fanny a montré. 16% des émissions mondiales, c'est 1% de la population, donc c'est ceux qui ont des jets privés. C'est même un peu plus large que ceux qui ont des jets privés. Donc, les 10% les plus riches de la population mondiale, c'est un peu plus de la moitié des émissions, et une bonne partie de la population belge fait partie des 10% les plus riches au niveau mondial. Mais par contre, les ultra-riches, à eux seuls, ils font 1/6 du problème. Donc, l'extrême richesse a un impact démontré sur le dérèglement du climat. L'autre aspect, c'est l'aspect international, ce qui est le cœur de ce que Guillaume m'a demandé. Il y a une inégalité profonde entre pays aussi, et entre continents. Si vous regardez les émissions cumulées de CO2 depuis la révolution industrielle, et c'est important de regarder l'histoire, parce que le CO2, il reste longtemps dans l'atmosphère, donc on ne peut pas juste regarder ce qui se passe maintenant, et qui nous pousse à pointer la Chine. Il faut regarder 150 à 200 ans d'émissions. Une partie du CO2 reste même des centaines d'années dans l'atmosphère. Et donc si vous regardez, vous voyez que, en gros, on peut résumer à 30% du problème, c'est l'Europe. Europe au sens large, incluant la Russie. 30% du problème, c'est l'Amérique du Nord. 30% du problème, c'est l'Asie. C'était 14 juillet 2021. Elle a tué 39 personnes. Qui est mort en premier? Les gens qui habitaient au bord de la rivière. Donc les gens qui avaient le moins de moyens. Et pourquoi la Blaise s'est transformée en torrent? Pour un tas de raisons. Mais le problème a été accentué par les villas 4 façades qui sont au sommet des collines. On a construit dans les années 70-80 pour profiter de la belle vue sur cette fantastique région. Qui a construit des villas 4 façades? C'est plutôt les classes moyennes supérieures, évidemment. Qui n'avaient évidemment pas, il n'y avait aucune intention de faire du tort aux gens qui habitaient au bord de la rivière, mais en bétonnant toute la partie au sommet, eh bien, on empêche l'eau de s'infiltrer dans les sols, et donc on accentue les torrents. L'autre exemple que je cite souvent, c'est celui de l'ouragan Katrina, qui commence à être loin dans nos mémoires, mais qui avait été l'un des premiers grands chocs climatiques à la Nouvelle-Orléans en 2005. Qui est mort? Les Noirs, descendants d'esclaves, qui habitaient les quartiers populaires. Les classes moyennes sont parties en SUV et les plus riches sont partis en hélicoptère, littéralement. Donc, sur les conséquences, on est socialement à une inégalité. Et ces inégalités sociales, elles s'exacerbent dans les inégalités internationales. Parce que les plus pauvres, même les plus pauvres qui vivent chez nous en Belgique, qui sont dans des situations qu'on doit absolument dénoncer, ont quand même accès à des infrastructures auxquelles les habitants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine n'ont pas accès. Et donc, vous revoyez là l'image du Vietnam, le fleuve Congo, qui est l'autoroute de la République démocratique du Congo, hein, le principal axe de communication du pays, a un débit de plus en plus irrégulier, et donc il devient difficile de l'utiliser à certains moments de l'année. Au Maghreb, vous avez partout autour de la Méditerranée de moins en moins d'eau, et on va chercher de l'eau de plus en plus profondément, y compris pour alimenter des hôtels pour touristes européens qui vont dans les Club Med, etc., ou jouer au golf. Et le résultat, c'est que les gens dans les villages ont de moins en moins accès à l'eau. Et ce que vous voyez en dessous, c'est les inondations au Pakistan. Elles ont eu la même année que les inondations chez nous. Chez nous, les morts se sont comptés par dizaines, et c'est un drame. Au Pakistan, ils se sont comptés par milliers, et avec en plus des conséquences dramatiques, parce que le Pakistan est un pays qui exporte de la nourriture. Il y a eu des conséquences indirectes sur l'Afrique, où il n'y avait pas assez de nourriture qui y arrivait. Donc on n'est pas égaux face aux conséquences socialement, mais on ne l'est pas non plus au niveau international. Et c'est ce qui a amené ce concept dont François
a parlé tout à l'heure, de responsabilité commune mais différenciée, qui est entrée dans tous les accords mondiaux sur le climat, notamment l'accord de Paris, qui dit tous les États du monde sont co-responsables pour résoudre cette crise, responsabilité commune, mais on ne peut quand même pas mettre la même responsabilité sur le Royaume-Uni, le pays qui a commencé la révolution industrielle, la Belgique, qui est historiquement un pays qui a proportionnellement beaucoup émis, puisqu'on avait une économie basée sur le charbon, la Chine, gros émetteur mondial aujourd'hui, mais qui n'a pas la même histoire, et le Burundi, qui n'a absolument rien à voir avec les causes. J'insiste toujours, quand je dois parler de climat, sur le fait qu'on doit remettre le climat dans une perspective plus générale. Le climat, ce n'est qu'un symptôme de la façon dont nous avons abîmé les gens et la planète depuis des centaines d'années. Alors il y a plein d'images pour montrer ça, mais donc là, ce que je vous montre, c'est un graphique qui a été construit par l'université de Stockholm, qui a fait le travail de définir 9 frontières planétaires qu'on ne doit pas dépasser. Il y a celle du climat, il y a celle de la biodiversité, il y a celle de la composition des sols, la présence d'azote et de phosphate dans les sols, je ne connais pas toutes par cœur, l'acidification des océans, etc. Et ça fait maintenant 15 ans qu'ils travaillent dessus, et plus ils avancent, plus ils ont des chiffres précis, et puis plus ils avancent, plus ils constatent qu'en plus on continue à empirer la situation. Et aujourd'hui, ils nous disent, on est en 2023, on peut vous assurer que sur les 9 barrières qu'on ne doit pas dépasser si on veut survivre, il y en a déjà 6 qui sont dépassées. Celle du climat en fait partie, celle de la biodiversité, et l'autre dont on parle énormément. Donc, on n'est pas en danger que à cause du climat, on est en danger à cause d'un système économique qu'on a construit depuis 500 ans, que moi j'appelle l'extractivisme, qui a construit le bien-être à court terme d'une partie de l'humanité sur le fait d'extraire le plus vite possible des ressources, du sol, du sous-sol et des êtres humains, et qui a démarré avec la colonisation et l'esclavage. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour s'attaquer à ça? D'abord, il y a cet accord de Paris. Et l'accord de Paris, on a été nombreux à dire qu'il n'était pas suffisant, qu'on aurait voulu que ça aille plus loin, qu'il n'était pas assez contraignant, notamment, il n'y a pas de mécanisme de sanction suffisamment fort quand un État ne le respecte pas. Mais moi, je dis toujours, il est insuffisant, mais il était absolument nécessaire. On avait besoin, pour pouvoir avancer, d'avoir un accord avec toutes les imperfections du système mondial. Tu as cité l'Arabie Saoudite tout à l'heure, elle est autour de la table dans les négociations, et la Russie est autour de la table, les Émirats Arabes Unis vont présider la prochaine COP. Et donc il faut arriver à mettre d'accord ces États qui dépendent du pétrole et du charbon et du gaz pour leur économie, avec les plus grandes victimes du dérèglement climatique, comme les petites îles du Pacifique ou de l'océan Indien. Et avec ce système très compliqué et pas toujours très efficace des Nations Unies, au moins on est arrivé à mettre un socle. Et la victoire la plus surprenante qu'on a obtenue à Paris, c'est la toute première que vous voyez en haut à gauche. Honnêtement, je n'y croyais absolument pas quand le sommet de Paris en 2015 a démarré. On a réussi à faire insérer la référence à 1,5 degré maximum dans l'accord de Paris. À l'époque, on n'y croyait vraiment pas. On menait ce combat avec ONG, syndicats, la société civile mondiale. On était alliés aux pays africains et des petites îles. Il y a un groupe des États qui sont des petites îles. Et on le revendiquait parce que c'était notre rôle de le revendiquer. Mais honnêtement, moi, j'y croyais absolument pas. Et 2 semaines plus tard, avec toute la pression qu'on a mise, on a réussi à ce que du bout des lèvres, ça soit mentionné. C'était la première victoire. Donc, l'accord de Paris dit qu'on doit rester le plus en dessous possible de 2 degrés, le plus possible d'1,5 degré. Et à Paris, on est arrivé en disant on ne peut plus faire comme ça. On ne s'en sortira pas si la Chine ne fait pas d'efforts. Et donc les pays riches sont arrivés en disant on n'acceptera pas d'accord si tout le monde ne s'y met pas. Responsabilité commune. Mais les pays en développement ont répondu des responsabilités communes sans différencier. Donc nous ne signerons l'accord de Paris qu'à la stricte condition que les pays riches mettent la main à la poche. Qu'ils fassent d'abord leurs propres efforts, et deuxièmement, qu'ils financent notre transition. Et donc, quand un pays comme la Belgique ne remplit pas ses engagements financiers, c'est pas seulement qu'elle met en danger les politiques climatiques des pays du Sud, c'est qu'elle met en danger nos propres vies. Parce qu'en ne finançant pas la transition
en Chine, au Burkina Faso, au Sénégal, etc., on va favoriser le fait que ces pays-là ne respectent pas leurs propres engagements climatiques, et donc on va exacerber le problème. Donc le financement climat, le fait de mettre de l'argent sur la table, est une dimension essentielle de l'action climatique. C'est pas juste de la charité, quoi. C'est vraiment le deal de Paris, c'est ça. Tout le monde s'y met, pas seulement les pays riches, à la stricte condition que les pays riches contribuent financièrement. Et la Belgique est un mauvais élève en la matière. Nous estimons qu'elle devrait mettre 500 millions d'euros sur la table tous les ans, que ce serait sa juste part, et elle met aux alentours de 100 millions seulement chaque année, donc un cinquième de ce qu'elle devrait mettre. Et en plus, elle triche. C'est-à-dire qu'en fait, elle prend des projets de coopération internationale qui existaient déjà, et elle va les cocher 2 fois en disant « je fais de l'aide au développement, et je fais aussi du financement climat ». Mais au lieu de mettre 100 euros d'un côté et 100 euros de l'autre, elle met 100 euros une fois et elle le compte 2 fois. Un peu comme si vous déclariez, dans votre déclaration d'impôt, vous déclarez que la moitié de ce que vous devez d'un côté, la moitié de l'autre, pour ne pas payer vos impôts. Donc c'est vraiment de la triche. Et c'est ce qui coince dans les négociations internationales aujourd'hui. Donc, si ça a été si difficile dans les dernières COP, notamment celle qui a eu lieu en Égypte l'année passée, c'est entre autres parce que les pays du Sud disent « vous ne faites pas votre part, vous ne réduisez pas assez vite vos émissions de gaz à effet de serre, vous les pays riches d'une part, et d'autre part, vous ne nous mettez pas l'argent à disposition, et on a un droit qui est ancré dans les déclarations internationales, qui est le droit au développement. Nous avons aussi le droit de permettre à notre population de vivre dignement. » Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais aller vers les conclusions, et je ne vais pas être trop long là-dessus, parce qu'en plus vous avez déjà évoqué plusieurs parties. Alors, je voudrais quand même insister, commencer par parler de la dimension individuelle. Dans le sens suivant. On a beaucoup trop eu tendance à pointer les individus dans la transition écologique, et à culpabiliser les gens parce qu'ils n'en faisaient pas assez. Mais je sens à un certain moment le balancier partir dans l'autre sens maintenant et dire bah, tant que le système n'aura pas changé, ne faisons rien. Et moi j'insiste toujours sur le fait que c'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux. Parce que d'abord, si le problème c'est le système, mais nous sommes aussi le système. Et donc, notre part peut jouer aussi. Et il y a des calculs qui ont été faits qui concernent la France, mais bon, notre pays est quand même pas si différent de la France que ça. Si on vivait tous le plus vertueusement possible dans le système actuel, quelle part du problème on pourrait résoudre et quelle est la part qui dépend du système? Ils sont arrivés grosso modo à 1/4, 3/4. Donc ça veut dire que en faisant des efforts, comme nous pouvons en mangeant plutôt une alimentation locale, en prenant plutôt les transports en commun, etc., on peut résoudre jusqu'à 1/4 du problème. Et je dis toujours, 1/4, c'est pas 0. Donc ça vaut quand même la peine de faire ce qu'on peut, chacun et chacune avec les moyens qu'on a. Mais 1/4, c'est très loin de 100%. Et donc s'il faut choisir, c'est d'abord, la chose la plus utile que vous pouvez faire, c'est agir ensemble avec d'autres dans les solutions collectives. Et ça passe, avant de parler de la dimension des solutions politiques, qui va revenir ensuite, ça passe aussi par toutes les possibilités qui consistent à se mettre ensemble. Le mouvement ouvrier, dont vous êtes les héritiers et héritières, c'est là-dessus qu'il s'est construit. Sur le fait de dire si on veut s'en sortir, on doit à la fois s'articuler en syndicat pour faire face aux patrons, créer des alternatives à travers des coopératives, créer des mutuelles de santé qui permettent de nous couvrir à long terme entre nous, et puis après c'est devenu étatique, créer des partis politiques qui nous permettent de nous défendre ensemble, etc. Cette dimension collective qui n'est pas juste regarder le système de loin en lui disant qu'il doit changer me semble absolument essentielle. Il y a plein de façons de le faire, et donc rejoindre d'autres pour agir ensemble, je pense que c'est non seulement utile, mais en plus ça crée du bien-être, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, enfin je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous êtes aussi convaincu que moi, on se sent parfois très seul face à ce système oppressant, et donc se mettre avec d'autres pour en parler, pour chercher des solutions, et pour faire avancer ces solutions, c'est évidemment essentiel aussi. Je ne vais pas trop m'attarder sur le niveau politique, parce que je pense qu'il va revenir après, mais je vais peut-être juste m'arrêter sur ceci, en disant, et c'est apparu dans les questions que vous avez posées dans le pré-débat
qui a eu lieu juste avant mon intervention. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus choisir. Si on veut défendre une vision qui inclut à la fois la transition juste et la justice climatique, donc la transition juste, c'est la dimension sociale, et la justice climatique, c'est la dimension internationale. Dans l'accord de Paris, quand on parle de transition juste, on parle plutôt de la dimension sociale. Et justice climatique, c'est la dimension de justice entre les pays. Mais les deux notions, vous l'avez bien senti, sont liées entre elles. On doit agir sur tous les terrains en même temps. Et donc ça passe par revoir nos systèmes d'impôts, en ce compris s'attaquer à l'extrême richesse. Et moi je suis très fier du fait que les 100 organisations de la coalition climat aient signé un mémorandum qui dit qu'il faut un impôt sur les grands patrimoines. Parce qu'on a dit on ne résoudra pas la crise climatique si on ne réduit pas le patrimoine de certains. Et après on peut passer à un débat sur certaines formes de taxation environnementale.